2018. Southport, Nouvelle-Écosse. Une petite ville côtière où la vie s'écoule habituellement paisiblement, et les seules nouvelles qui font les journaux concernent la météo, les élections ou les événements scolaires. Mais ce jour d'avril, l'attention de toute la ville était rivée sur la salle de la mairie. Les gens s'étaient même rassemblés dans la rue, devant l'entrée, écoutant la retransmission par haut-parleur. À l'intérieur, des caméras, des journalistes, des flashs. Des officiels se tenaient derrière une longue table sur laquelle étaient posés des dossiers frappés des armoiries de la province et des verres d'eau. L'air était tendu, comme à l'approche de quelque chose d'important. Le chef de la police municipale s'avance à la tribune. Il regarde la salle, marque une pause et prononce la phrase qui, en un instant, change l'atmosphère. Il y a 5 ans, notre ville a perdu Leah Brown. Aujourd'hui, nous l'avons retrouvée. Ces mots sont prononcés calmement, mais ils ont quelque chose qui fige tout le monde. Pendant quelques secondes, pas un son. Même les flashs des appareils photo s'arrêtent. Puis quelqu'un murmure doucement « Quoi ?» et le chaos commence. Les micros se tendent, les journalistes s'interrompent les uns les autres, quelqu'un appelle déjà sa rédaction. La nouvelle semble impossible. 5 ans plus tôt, la disparition de Leah était devenue une tragédie pour tout Southport. On l'avait cherchée pendant des semaines, les forêts, la côte, les bâtiments abandonnés, tout avait été ratissé. La ville s'était unie, mais aucune trace n'avait été trouvée. Avec le temps, la vie avait repris son cours. La famille Brown était partie un temps chez des parents, les quartiers généraux des volontaires avaient fermé, les bannières avec sa photo avaient pâli sous le soleil. Et soudain, cette annonce, elle est en vie. Le chef de la police continue. Il parle d'une voix égale, sans émotion, comme s'il comprenait à quel point cette nouvelle est fragile. Il annonce que l'identité a été confirmée, que Leah est sous la surveillance de spécialistes et que la rencontre avec ses parents a déjà eu lieu. Aucun détail. Où l'a-t-on trouvée? Qui a donné l'alerte? Quelle a été l'origine de la vérification? Tout cela reste sans réponse. Il ne réagit pas aux questions des journalistes. La conférence de presse se termine en moins de 3 minutes. 1 heure plus tard, les chaînes de télévision locales lancent des éditions spéciales. Les nouvelles montrent des images d'archives de 2013, des files de voitures, des patrouilles avec des projecteurs, des gens en gilets fluo avançant en ligne, éclairant le sol avec des lampes de poche. La police avec des chiens, un hélicoptère avec une caméra thermique. À l'écran, cette même affiche avec l'inscription « Disparue Leah Brown » qui était alors accrochée à chaque lampadaire de la ville. Sur celle-ci, un visage lumineux, un sourire à peine perceptible. Le présentateur dit en voix off « Après 5 ans de silence, le miracle a eu lieu ». Puis, à l'antenne, un court extrait depuis le poste de police. Une petite pièce, des chaises en plastique, des murs gris, la lumière standard des néons au plafond. Au centre, Mark et Susan Brown. Ils sont assis l'un à côté de l'autre, sans parler. On voit Suzanne serrer nerveusement ses mains. La porte s'ouvre et une jeune fille entre dans la pièce, lentement, les yeux baissés. Quelques secondes de silence. Puis la mère se lève et fait un pas. L'étreinte est brève, mais elle contient tout, le choc, l'incrédulité, le soulagement. La caméra filme l'instant et recule aussitôt, comme pour leur laisser un espace personnel. Il n'y a pas de son sur l'enregistrement, seulement le bruissement du micro. Quelques heures plus tard, la famille quitte le bâtiment. Dehors, des dizaines de reporters. Les flashs éblouissent. Quelqu'un crie le nom de Leah. Un autre tente de poser une question. Mark ouvre rapidement la portière de la voiture. Suzanne s'assoit la première, suivie de Leah. Le véhicule démarre. La voiture s'éloigne lentement, et même lorsqu'elle disparaît au coin de la rue, les caméras continuent de filmer. Le soir, les journaux télévisés sortent avec des titres comme «
Leah Brown est rentrée chez elle. La police de Southport clôture l'une de ses plus longues affaires. Les journalistes parlent de miracles, du professionnalisme des enquêteurs, d'un rare cas de dénouement heureux. Dans les commentaires, des mots de soutien, des remerciements, des photos de bougies près du poste de police. La ville célèbre, comme si quelqu'un qu'on avait déjà perdu pour toujours était revenu. Mais derrière tout cet enthousiasme, presque personne ne remarque un détail étrange. Dans le communiqué de presse de la police, diffusé le même jour, figurait un court paragraphe qui n'a pas été repris dans les nouvelles. Dans la section « Identification de la personne », il y avait une note « Confirmée visuellement, résultat de l'analyse en attente ». Pour les journalistes, cela ressemblait à une formalité, une procédure standard. Mais pour ceux qui suivaient l'affaire depuis le début, cette phrase allait bientôt devenir un signal alarmant. Car quelques semaines plus tard, lorsque les résultats de l'analyse arriveraient, Southport comprendrait que ce qui semblait être un miracle pourrait être le début d'une toute autre histoire. Une histoire où chaque détail des années passées commencerait à prendre un sens nouveau, bien plus sombre. 2013. Southport est une ville où la vie réserve rarement des surprises. Un port de pêche, des rues tranquilles, un supermarché près de la route, une école de 2 étages aux murs bleus. Un endroit où tout le monde se connaît et où les visages étrangers sont immédiatement remarqués. C'est là que vivait la famille Brown. Une maison ordinaire dans un quartier résidentiel, une clôture blanche, une pelouse, 2 vieux érables au bord de la route. Sur la boîte aux lettres, un autocollant avec leur nom de famille, décoloré par le soleil. Leah était l'unique enfant de la famille. On la décrivait comme calme, un peu renfermée, mais très attentive aux détails. Elle aimait dessiner, le plus souvent des animaux et la mer. Dans sa chambre, on trouvera plus tard une pile d'albums soigneusement étiquetés et numérotés. À l'école, les professeurs disaient qu'elle n'était pas conflictuelle, qu'elle restait à l'écart, mais qu'elle faisait toujours tout à la perfection. Elle n'avait ni fréquentations étranges, ni épisodes troublants dans son passé. Aucune raison qui aurait pu faire penser à quiconque que quelque chose d'inhabituel pouvait lui arriver. Mark Brown, le père, travaillait comme comptable dans une entreprise de transport. Un homme discret, pédant, ponctuel, qui sortait de chez lui chaque matin à 7h40 précise. Suzanne, sa femme, enseignait à l'école locale. À Southport, tout le monde la connaissait. Elle animait un club de dessin, organisait des expositions de dessins d'enfants à la bibliothèque et emmenait souvent Leah avec elle. Ils étaient considérés comme une famille modèle, sans scandale, sans rumeurs, sans dettes. La ville s'était habituée à eux comme à quelque chose de permanent. Le 15 mai 2013 n'était en rien différent d'un jour ordinaire. D'après les bulletins météo, le temps était clair, sans vent, la température avoisinait les 17 degrés. Après le déjeuner, Suzanne était à la maison, s'occupant de ses cours, préparant le matériel pour sa classe du lendemain. Mark n'était pas encore rentré du travail. Leah jouait dans la cour. C'était leur routine habituelle. Sur les caméras des voisins, on la voit à 15h10 sortir dans la rue, tenant dans ses mains des crayons de couleur et un carnet. Quelques minutes plus tard, Suzanne reçoit un appel téléphonique. La conversation ne dure pas longtemps, un peu plus de 10 minutes. Quand elle sort dans la cour, l'aire de jeu est vide. Un ballon est posé près du portillon. La porte de la remise est entr'ouverte. Tout semble calme, mais Leah n'est nulle part. En une demi-heure, Suzanne fait le tour de la propriété, appelle les voisins, vérifie l'arrière-cour, le garage, le parc de l'autre côté de la route. À 16h10, elle appelle la police. L'appel est consigné dans le registre. Les premiers patrouilleurs arrivent 8 minutes plus tard. Ils bouclent immédiatement le périmètre. Des maîtres chiens sont appelés, les volontaires locaux commencent à ratisser la zone boisée qui s'étend le long de la côte. Personne ne l'a vu partir, ni les passants, ni les conducteurs, ni les voisins. Les enregistrements des caméras les plus proches sont vides. Pas une seule voiture, pas un seul visage inconnu. Le soir même, les recherches sont étendues sur plusieurs kilomètres. La garde côtière est impliquée, la baie et les bâtiments avoisinants sont inspectés. Résultat, 0.
Le lendemain, la police installe un quartier général temporaire près de l'école. Les recherches se poursuivent jour et nuit. Des volontaires avec des caméras thermiques, des drones, même des détectives privés. 3 jours plus tard, plus de 100 personnes travaillent sur place. Tout est vérifié, les puits, les vieux hangars, les caves, mais rien n'est trouvé. Ni effet personnel, ni traces de chaussures, ni signes de lutte. C'était comme si une personne s'était simplement volatilisée. Lorsque les recherches entrent dans leur 3e semaine, les premiers doutes apparaissent dans les rapports. Enlèvement, fugue, accident. Mais sans preuve, il est impossible de construire la moindre version logique. L'enquête s'essouffle progressivement. 1 mois plus tard, l'affaire est officiellement classée comme non résolue. Tout l'espoir repose uniquement sur les parents, qui poursuivent leurs propres recherches. Mark colle des affiches, envoie des photos, se rend dans les provinces voisines. Suzanne gère des groupes en ligne, écrit aux journalistes, contacte des organisations qui aident dans des cas similaires. Tous deux vivent dans l'attente d'un appel, d'une lettre, du moindre indice. Mais le téléphone ne sonne jamais. 5 ans passent. Et au moment où la police annonce le miracle, plus personne n'attend rien. Leah Brown est devenue le symbole d'un espoir déçu, une histoire que l'on se remémore avec un lourd soupir. Et en 2018, elle est soudainement revenue, comme sortie de nulle part. C'est pourquoi la nouvelle a eu l'effet d'une bombe. C'était comme si la réalité elle-même avait fait marche arrière. Mais si l'on regarde attentivement la chronologie de la disparition, tout semble trop propre, trop lisse. Aucune trace, aucun témoin, aucune explication. Et lorsque, quelques semaines plus tard, on commencera à réexaminer les documents de l'ancienne affaire, il deviendra clair que le plus étrange dans l'histoire de Leah Brown n'est même pas son retour, mais la manière imperceptible dont elle a pu disparaître la première fois. 3 semaines après la disparition, le commissariat de Southport reçoit un appel. La voix à l'autre bout du fil est masculine, hésitante, comme si la personne avait longuement réfléchi avant d'appeler. Il dit avoir vu une jeune fille ressemblant beaucoup à Leah Brown en compagnie d'un homme qui travaille sur un chantier près de la route. Il y a peu de détails, mais l'appel est enregistré. Et le lendemain, la police vérifie l'adresse. Ce moment devient le premier tournant de l'affaire. Jusque-là, tout patinait. Les recherches n'avaient donné aucun résultat. Aucun témoin ne s'était manifesté. L'appel semblait un faible espoir, mais c'est lui qui a fait passer l'enquête de l'attente à une phase active. Le nom de l'homme avec qui Leah aurait été vue est rapidement établi. Il s'agit d'Arthur Finch, 45 ans. Finch était connu des locaux pour de petits délits. Il faisait des remplacements, aidait à réparer du matériel, travaillait comme homme à tout faire. Il vivait en périphérie, dans une caravane garée sur un ancien parking pour routiers. En ville, on le considérait comme un excentrique, solitaire, mais pas dangereux. Il avait un casier judiciaire pour vol d'outils et tentative de recel de biens volés. Il avait purgé une courte peine, puis était revenu et vivait discrètement. La police le connaissait, mais ne s'était jamais intéressée à lui. Lorsque les enquêteurs arrivent à son parking, il n'essaie pas de se cacher. Au contraire, il vient à leur rencontre. Il dit calmement qu'il n'a vu personne, n'a enlevé personne, que tout cela est une erreur. Il a l'air désemparé, mais pas effrayé. Il est interrogé sur place, puis invité au commissariat. Finch accepte. Lors de l'interrogatoire, il répète la même chose. Il n'a rien à voir avec la disparition. Il affirme qu'il était au travail ce jour-là, ce que son contremaître peut confirmer. Les enquêteurs vérifient son alibi. Il est partiellement confirmé. En effet, Finch a travaillé sur le chantier dans la première moitié de la journée. Mais après le déjeuner, selon lui, il est parti chercher des outils et n'est revenu que le soir. Cet intervalle de plusieurs heures reste flou. Pour l'enquête, c'est une fenêtre d'opportunité. Le lendemain, sa caravane est perquisitionnée. À l'intérieur, tout est typique. Vieux meubles, outils, vaisselle, quelques vêtements. Aucune preuve directe. Ni les effets personnels de Leah, ni des traces qui pourraient indiquer sa présence. Mais dans son camion, garé à côté,
Les experts de la police scientifique trouvent une minuscule fibre de couleur bleue. À première vue, une découverte insignifiante. Cependant, l'analyse montre que sa structure et sa composition correspondent aux matériaux de la veste que Léa portait le jour de sa disparition. La correspondance n'est pas de 100%, mais elle est suffisamment proche pour susciter l'intérêt. Pour la police, c'est le premier indice matériel de toute l'enquête. La presse apprend la découverte presque immédiatement. Un titre apparaît dans les journaux. Un suspect a été trouvé. Le nom de Finch devient connu dans toute la province. Sa photo est publiée dans les journaux. Un homme à la barbe épaisse, le regard de côté, comme s'il évitait l'objectif. Sa réputation d'homme solitaire, sans famille ni amis, ne fait que renforcer les soupçons. Aux yeux du public, tout s'emboîte dans un schéma simple. Voici cet homme étrange en périphérie, et voici la jeune fille disparue. C'est suffisant pour déclencher une avalanche. L'enquête élabore une version. Elle est logique. Finch aurait pu l'épier dans la cour, l'emmener dans sa voiture, effacer les traces. L'absence de témoins s'explique par le fait que la maison des Brown se trouvait dans un quartier calme, où peu de gens passaient. Le bureau du procureur affirme que la fibre est une preuve suffisante pour ouvrir une enquête. 1 mois plus tard, Finch est arrêté. Il n'y a pas de preuves directes contre lui, mais la pression de l'opinion publique augmente. La famille Brown soutient la décision de la police. Ils croient qu'il est le coupable. Pour eux, c'est la seule façon de donner un sens à ce qui s'est passé. Le bureau du procureur construit son accusation autour de faits indirects. La fibre, l'absence d'alibi, une biographie suspecte. L'affaire est portée devant les tribunaux. Arthur Finch clame son innocence, mais personne ne prend ses paroles au sérieux. Même son avocat déclare à la presse « Le dossier contre mon client est faible, mais l'opinion publique a déjà rendu son verdict. » Ainsi, l'enquête, qui avait commencé par un simple appel anonyme, se transforme en une affaire criminelle où les preuves sont rares, mais les certitudes trop nombreuses. Finch devient le principal et unique suspect. Et l'affaire Leah Brown cesse progressivement d'être une recherche pour devenir une accusation. Lorsqu'en décembre 2013, le tribunal rend son verdict, il semble que justice soit faite. Arthur Finch est condamné à 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour la famille Brown, cela signifie la fin de l'attente, la possibilité de tourner la page. Il ne participe plus aux conférences de presse, ne donne plus d'interviews. La ville retrouve sa vie d'avant. Mais, comme le temps le montrera, c'est précisément cette décision, l'arrestation et la condamnation de Finch, qui deviendra le point de départ d'une nouvelle série d'erreurs qui, 5 ans plus tard, se transformeront en un scandale retentissant. Car lorsque Léa reviendra, l'enquête devra admettre qu'elle a puni la mauvaise personne. Le procès d'Arthur Finch commence en février 2014. À ce moment-là, l'enquête dure depuis près de 9 mois et l'opinion publique est depuis longtemps formée. Les journaux écrivent que la ville attend que justice soit faite. Et la télévision montre des images du parking où vivait Finch, avec des légendes comme « C'est ici que la piste de Leah Brown s'arrête ». Dans la salle d'audience, il n'y a pas de place libre. Journalistes, habitants et même des étudiants en droit sont venus assister au procès, déjà qualifié de « l'affaire la plus retentissante en Nouvelle-Écosse depuis 20 ans ». L'accusation reposait sur 2 éléments principaux. Le premier, l'appel anonyme dans lequel un inconnu affirmait avoir vu Leah près de Finch. Le second, l'expertise de la fibre trouvée dans son camion. L'enquête n'avait aucune autre preuve, ni trace d'ADN, ni empreinte, ni enregistrement de caméra, ni témoin. Tout reposait sur une seule coïncidence, partielle, mais présentée comme décisive. Dans sa déclaration liminaire, le procureur a affirmé qu'Arthur Finch était « un homme dangereux, se cachant sous le masque d'un solitaire ». Il a brossé devant les jurés le portrait d'un paria social qui n'avait rien d'autre que de la colère et du ressentiment envers le monde. Chaque détail de sa biographie,
Ses condamnations, sa vie en caravane, son absence de famille devenaient un argument contre lui. Tout le discours de l'accusation était construit sur l'émotion, non pas sur des preuves, mais sur le sentiment de menace émanant d'un homme qui ne ressemblait pas aux autres. L'avocat de Finch, commis d'office, a tenté de construire sa défense autour des faits. Il a soutenu que la fibre aurait pu se retrouver dans la voiture par hasard. Finch prenait souvent des gens en stop, des ouvriers du chantier, des voisins du parking, même des autostoppeurs occasionnels. Il n'avait aucune raison de se cacher. Il n'avait pas essayé de détruire les preuves. Tout ce qu'on avait trouvé chez lui, c'était un seul et unique morceau de tissu qui correspondait, par son type, à la veste. Pas par son motif, ni par la composition du colorant, mais seulement par ses caractéristiques générales. Mais dans la salle d'audience, ces arguments sonnaient creux. L'atmosphère publique était surchauffée. Les reporters publiaient des articles avec des titres comme « Le prédateur de Southport » et « L'affaire est presque résolue ». Dans les couloirs du tribunal, les gens ne discutaient pas du déroulement du procès, mais de la peine. Pour tous, c'était une question de principe. La ville attendait un dénouement, pas la vérité. Lorsque l'experte de la police scientifique est appelée à la barre, l'attention du public atteint son comble. C'est une femme d'âge mûr, avec des lunettes soignées et une voix posée. Elle lit les résultats de l'expertise. La fibre trouvée dans le camion de Finch présente un haut degré de similitude avec le matériau de la veste que portait Leah Brown le jour de sa disparition. C'est une formulation qui, en langage juridique, ne prouve rien, mais pour les jurés, cela sonne de manière convaincante. Dans leur esprit, cela signifie une chose, une correspondance. Le procureur renforce les faits. Il montre une photo de la veste et une image agrandie de la fibre au microscope. À l'écran, des fils bleus qui scintillent sous la lumière de la lampe. Il déclare « Voici la preuve physique de la présence de Leah Brown dans la voiture de l'accusé ». Ce moment devient le point culminant émotionnel du procès. Finch, assis à côté de son avocat, écoute en silence. Sur les images d'archives, on le voit parfois fermer les yeux et baisser la tête. Plus tard, dans une interview, son avocat dira qu'à ce moment-là, il a compris que l'affaire était déjà jouée. La plaidoirie de la défense se déroule calmement. Pas de phrases spectaculaires, seulement des arguments. Mais face à la pression émotionnelle qui émanait de la salle, ils ne font aucune impression. Même lorsque l'avocat dit qu'aucune preuve directe n'a été trouvée lors de la perquisition, le juge l'interrompt en lui demandant de ne pas se répéter. Les derniers mots de Finch avant le verdict sont brefs. « Je n'ai pas fait ça, mais personne ne me croit ». Ces mots ne sont pas repris par la presse. 2 jours plus tard, les jurés reviennent avec leur décision. Le verdict est lu dans un silence total. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge prononce la sentence. La réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Finch ne résiste pas. Il hoche simplement la tête et dit doucement « Compris ». Le jour même, il est transféré à l'établissement correctionnel à sécurité moyenne de la province du Nouveau-Brunswick. Une cellule, 12 mètres carrés, un matelas, un lavabo en métal, des barreaux à la fenêtre. Pour lui, l'histoire se termine ici. Pour la ville, c'est le contraire. Southport pousse un soupir de soulagement. Les journaux écrivent « L'affaire Leah Brown est close. La justice a triomphé ». Sur la photo, Mark et Susan Brown se tiennent la main devant le palais de justice. Leurs visages sont tendus, mais calmes. Ils croient que la vérité a été trouvée. Une seule chose reste sans réponse. Où Leah elle-même a-t-elle disparu? Mais à ce stade, tout le monde se satisfait de l'explication. Les preuves ont été détruites, le corps n'a pas été retrouvé, mais le coupable est puni. 5 ans passent. Finch est toujours en prison, et personne ne se souvient de lui. Jusqu'au jour où la police annoncera que Leah Brown a été retrouvée, vivante. Et c'est alors qu'il deviendra clair que le procès de Finch n'était pas la fin, mais seulement le début d'une erreur qu'il faudrait maintenant corriger. 5 ans passent. Printemps 2018. Une petite ville au bord d'une route, à la frontière de l'Iowa et du Nebraska.
Un patrouilleur arrête une jeune fille qui marche le long de l'autoroute. Sans bagages, sans papier, vêtue d'une veste usée et les cheveux en désordre. Au début, le policier pense qu'elle a simplement fugué. Il lui demande son nom. La jeune fille se tait, comme si elle cherchait la réponse quelque part en elle. Et après quelques secondes, elle prononce « Je crois que je m'appelle Leah Brown ». Ces mots changent tout. L'officier retourne à sa voiture, entre le nom dans la base de données des personnes disparues. 1 minute plus tard, l'écran affiche une correspondance. Une affaire vieille de 5 ans, Southport, Nouvelle-Écosse. Disparue à l'âge de 8 ans. La photo correspond partiellement, les mêmes yeux, les mêmes traits, mais le visage a changé, a mûri, s'est creusé. Il appelle son partenaire, procède à l'interpellation et en informe le bureau central. La nouvelle de la découverte potentielle se répand dans l'État en quelques heures. La jeune fille est emmenée au poste local. Les médecins constatent un état d'épuisement, des signes de déshydratation et des traces d'anciennes blessures. Elle parle à voix basse, de manière confuse, répondant parfois à côté. À la question de savoir où elle a été pendant tout ce temps, elle répond une seule chose. « J'ai vécu dans différentes maisons ». Elle ne réagit pas aux demandes de précision. Parfois, elle s'arrête au milieu d'une phrase et regarde simplement sur le côté. Les enquêteurs tentent de reconstituer le tableau. Elle raconte qu'un homme l'a emmenée, qu'ensuite il y en a eu d'autres, des gens, des lieux, des pièces où il faisait toujours sombre. Aucun détail, ni nom, ni ville, ni adresse précise. Son histoire ressemble à des fragments de rêve où tout s'interrompt en plein milieu. Pour la police, cela semble à la fois convaincant et suspect. Trop d'émotions, mais pas de concret. Néanmoins, pour les autorités, c'est une opportunité. L'affaire Leah Brown était devenue un symbole d'échec. Une disparition non résolue, un homme condamné à tort, des gros titres. Maintenant, on peut y mettre un beau point final. Les rapports de service sont rédigés rapidement. La direction du département déclare aux journalistes qu'ils ont confirmé l'identité de la personne retrouvée de manière préliminaire. Les officiels n'ont aucun doute. La correspondance de l'âge, de l'apparence et de l'accent est suffisamment évidente. Les psychologues participant à l'interrogatoire expliquent son comportement par un traumatisme. Selon eux, la perte de mémoire et la confusion sont une réaction normale après une longue période d'isolement. Personne n'insiste pour de nouveaux interrogatoires. La jeune fille est envoyée dans un centre médical pour des examens. Sur les vidéos de ces jours-là, on la voit assise dans une chambre d'hôpital, enveloppée dans une couverture, les yeux constamment baissés. Elle dit qu'elle ne veut pas être photographiée. Pour confirmer son identité, une analyse ADN est nécessaire. On lui prélève un échantillon, un simple frottis buccal. Le matériel est envoyé au laboratoire de Southport, le même qui avait autrefois analysé la fibre du camion de Finch. La police informe la presse que les résultats seront prêts dans 2 semaines. Pendant que les vérifications sont en cours, les journalistes la qualifient déjà de « rentrer à la maison ». Des photos au visage flou sont publiées dans les journaux. Et à la télévision, on montre des images d'archives des recherches de 2013. Les présentateurs disent « Une histoire à laquelle plus personne ne croyait a connu une fin heureuse ». À Southport, des fleurs réapparaissent devant la maison de la famille Brown. Les gens laissent des mots de soutien. Mais au sein même du département, la prudence règne. Certains employés qui avaient travaillé sur l'affaire auparavant ont des doutes. Selon eux, la jeune fille est trop vague et son comportement semble parfois répété. Cependant, le commandement décide de ne pas faire traîner le processus. Il est important de montrer des résultats, de restaurer la confiance des citoyens et de clore une vieille histoire qui était restée trop longtemps une plaie ouverte. Pendant que les échantillons d'ADN sont acheminés par courrier interne, Southport commence à se préparer au retour de Leah. Une déclaration est préparée pour la presse, une rencontre pour la famille. Personne n'imagine alors que c'est précisément cette analyse, effectuée en procédure accélérée, qui deviendra le point clé des événements à venir. Le tube à essai portant l'inscription Brown L est envoyé au laboratoire début mai. 10 jours plus tard,
Une réponse arrive de Southport, la parenté est confirmée. Et au moment où les policiers annoncent à Mark et Susan Brown que leur fille est en vie, personne ne remarque que l'analyse est signée par un autre spécialiste que celui qui avait effectué la vérification 5 ans plus tôt. Cela ressemble à une formalité, mais c'est par là que commencera la chaîne d'erreurs qui leur ramènera l'ancienne affaire. Lorsque l'échantillon arrive au laboratoire de Southport, tout se passe plus vite que d'habitude. Dans de tels cas, une analyse ADN prend des semaines. L'échantillon passe par plusieurs niveaux de vérification, est comparé aux données d'archives et est traité par plusieurs services. Mais cette fois, l'affaire est classée prioritaire. Le directeur du laboratoire, le docteur Harold Matthews, prend personnellement les choses en main. Il l'explique simplement: l'affaire est médiatisée, le public attend un résultat, et nous ne pouvons pas nous permettre un nouvel échec. Matthews est un homme à la réputation irréprochable. Plus de 20 ans en criminalistique, professeur à l'université locale, participant à des programmes fédéraux sur la génétique judiciaire. Dans son bureau, des certificats, des diplômes, des lettres de remerciement sont accrochés au mur. Pour les journalistes, il est le symbole du professionnalisme. Par conséquent, lorsqu'il annonce qu'il s'occupera personnellement de l'affaire, personne ne doute que tout sera fait à la perfection. Mais le rythme auquel le processus avance soulève des questions chez certains employés. L'échantillon est livré le soir et dès le lendemain matin, il est enregistré comme traité. 48 heures plus tard, le rapport est prêt. Pour le système interne, c'est presque un record. De tels délais ne se produisent généralement que sur ordre direct de la hiérarchie. Officiellement, les documents indiquent que l'accélération a été convenue avec le ministère de la Justice. Le jour où les conclusions arrivent, elles sont immédiatement transmises au chef de la police de Southport, le colonel Daniel Hayes. Sur la copie du rapport, l'emblème du laboratoire et un sceau. Le texte est bref. La probabilité de parenté entre les échantillons biologiques de Leah Brown et de Mark et Susan Brown est de 99,9%. La conclusion confirme le lien de parenté. Pour le système, c'est suffisant. Ce seul document transforme une jeune fille inconnue de l'Iowa en Leah Brown, officiellement retrouvée. Le bureau du procureur confirme les résultats. L'administration locale prépare un communiqué de presse. Le même jour, le journal de la ville sort avec le titre « Leah est rentrée à la maison. 5 ans d'attente sont terminés ». Sur la vidéo de la conférence de presse, le chef de la police sourit. À ses côtés, des représentants du département et de la famille. La mère de Leah pleure, le père se tient à côté, silencieux. Tout ressemble à la fin d'une longue histoire, où la vérité a enfin triomphé. Personne ne lit attentivement le rapport. Personne ne pose de questions sur les délais, sur qui a mené l'analyse, ni pourquoi les signatures sur le document ne sont pas dans l'ordre habituel. Lorsque le dossier est envoyé aux archives, ce n'est plus qu'une formalité. Le dossier épais avec l'étiquette « classée » Leah Brown est rangé sur une étagère à côté des autres. Mais aux archives, comme c'est souvent le cas, seul celui qui a l'habitude de voir les détails peut remarquer quelque chose. Un jeune employé, nommé Derek Larson, classe les copies dans le système. Il ne participe pas aux enquêtes, son travail consiste à vérifier la numérotation des pages et la présence des signatures. Ce jour-là, il reste après son service et remarque un détail. Sur le rapport du laboratoire, il manque la signature d'un des laborantins, celui qui aurait dû confirmer la réalisation de l'analyse. Formellement, ce n'est pas une erreur, le document est certifié par un sceau et la signature du directeur, mais la procédure a été violée. Derek le note au crayon dans la marge et, suivant les instructions, laisse une note pour le chef des archives. Dans des circonstances normales, personne n'y aurait prêté attention. Mais en raison de la notoriété de l'affaire, même un si petit accroc semble embarrassant. Le matin, Derek transmet le rapport à son supérieur direct, M. Harrison. Celui-ci parcourt la page, fronce les sourcils et dit « D'accord, on va envoyer une demande pour que tout soit en règle. » Je n'aimerais pas que quelqu'un fouille dans les papiers plus tard.
Il rédige une courte lettre de service au laboratoire demandant de préciser qui a exactement mené l'analyse et pourquoi le document n'a pas été signé. Cette demande est envoyée au laboratoire le jour même. Pour tous les autres, c'est juste une petite correction bureaucratique, une vérification de routine. Mais c'est précisément cette ligne « Préciser l'exécutant » qui devient le premier fil qui tirera bientôt toute la pelote. Pendant que le laboratoire cherche une copie du registre interne où est consigné qui a mené l'analyse, le département de Southport prépare déjà un reportage sur le « sauvetage de Leah Brown ». Caméra, correspondant, répétition avant la diffusion, tout est orchestré comme un événement médiatique. Et la lettre des archives, pendant ce temps, se trouve dans un dossier électronique partagé marqué comme « basse priorité ». Mais quelques jours plus tard, c'est précisément cette demande qui atterrira sur le bureau d'un nouveau technicien récemment embauché au laboratoire. Il ouvrira le registre interne et verra que dans la colonne de l'exécutant, un autre nom est effectivement indiqué, pas celui qui figure sur le rapport. Cette incohérence, à première vue mineure, deviendra le premier signal officiel que quelque chose ne colle pas dans l'affaire Leah Brown. Ainsi, une petite note administrative se transforme en point de départ, le moment même à partir duquel toute la version soigneusement construite du retour de la disparue commencera à s'effondrer. Lorsque la note de service concernant la signature manquante parvient au directeur du laboratoire, tout semble se dérouler selon la procédure standard. Mais quelques heures plus tard, il devient clair que ce n'est pas une situation ordinaire. Le directeur du laboratoire, le docteur Matthews, convoque le chef du service de la documentation, puis l'employé lui-même, Derek Larson. La conversation a lieu à huis clos, sans témoin, mais le son des voix est audible jusque dans le couloir. Au début, Matthews parle calmement. Il demande d'expliquer pourquoi Larson a soulevé la question de la signature alors que le document est certifié par un sceau. Mais à un moment donné, le ton change. Il devient brusque, presque irrité. Il accuse l'employé de zèle excessif et de tentative de créer un problème là où il n'y en a pas. Pour une simple réaction bureaucratique, une telle réaction semble démesurée. Personne n'élève la voix pour une signature manquante, à moins que cette signature ne cache quelque chose de plus important. Larson essaie de se justifier. Il dit qu'il a simplement suivi le règlement, comme indiqué dans les instructions. Mais Matthews le coupe et prononce une phrase qui lui paraîtra plus tard particulièrement étrange. Il y a des affaires qu'il vaut mieux ne pas toucher si on ne comprend pas comment le système fonctionne. Après cela, il prend personnellement l'original du rapport, dit qu'il vérifiera tout lui-même et lui demande de ne plus s'occuper de cette question. Quand la porte se referme derrière lui, Derek reste dans le bureau avec un sentiment d'anxiété. Il est jeune, inexpérimenté, mais pas stupide. Il voit comment les patrons se comportent habituellement lorsqu'il s'agit de routine. Et il sait que cette fois, la réaction était anormalement nerveuse, comme si sa petite remarque avait touché quelque chose d'intouchable. Le soir, il retourne aux archives. Officiellement, pour terminer un rapport sur une autre affaire. Officieusement, pour vérifier si des copies des documents originaux sont restés dans le système. Et il voit que le rapport a déjà été retiré. Dans la base de données numérique, à sa place, il y a une ligne vide, avec la mention « En cours de mise à jour ». Larson comprend que s'il se tait maintenant, le document pourrait tout simplement disparaître. Il sort son téléphone, ouvre la copie de sauvegarde de sa boîte mail, où tous les documents entrants étaient autrefois envoyés. Et il prend une capture d'écran. Sur la photo, tout est visible. La date, le numéro de l'affaire, l'absence de signature, le nom de l'exécutant et le sceau du laboratoire. À partir de ce moment, il n'est plus un simple employé, mais une personne qui détient une preuve capable de déclencher une avalanche. Il ne sait pas exactement ce qui se passe, mais son instinct lui dit qu'il y a une falsification dans le rapport. Les jours suivants, il vit comme sur des charbons ardents. Au travail, il essaie de ne pas attirer l'attention. Matthews passe devant lui sans le saluer. Ses collègues font comme si de rien n'était. À plusieurs reprises, des personnes des ressources humaines viennent le voir, lui demandant si tout va bien, s'il ne voudrait pas être muté. Cela ressemble à une subtile suggestion,
Ne te mêle pas de ça. Il réfléchit à ce qu'il doit faire. Aller à la police est effrayant. Si l'affaire concerne une falsification au sein même du laboratoire, il est inutile de s'adresser à ceux qui collaborent avec lui. De plus, il a signé un accord de non-divulgation. Toute fuite de données le menace de licenciement et de poursuites pénales. Le soir, il trouve le site d'une organisation à but non lucratif qui s'occupe des erreurs judiciaires. C'est une petite initiative de juristes, de journalistes et d'anciens enquêteurs travaillant sur des affaires où les droits des condamnés auraient pu être violés. Il écrit un court message. « J'ai une copie d'un document qui pourrait avoir été falsifié. C'est lié à l'affaire Leah Brown. » La réponse arrive 2 jours plus tard. Une femme nommée Sarah Hill le contacte. Elle est avocate et travaille au service de vérification des expertises judiciaires. Elle parle calmement, avec assurance. Elle lui demande de lui envoyer une copie du document, promet la confidentialité et dit que, si vous avez raison, ce sera important. Larson hésite longuement, mais finit par envoyer le fichier. Après cela, pour la première fois en plusieurs semaines, il dort tranquillement. Il ne sait pas que sa lettre va bientôt tomber entre les mains d'une équipe qui cherche depuis longtemps les moindres traces d'erreur dans de vieilles affaires. Cette transmission de documents devient un tournant. Sans que le système ne s'en aperçoive, un observateur extérieur apparaît. Une organisation qui n'a ni subordination ni peur de perdre un poste. Pour eux, une erreur de signature n'est pas un détail, mais un signe possible de manipulation des résultats d'analyse. À partir de ce moment, l'histoire cesse d'être une affaire interne au laboratoire. Elle sort au grand jour. Et pour la première fois en 5 ans, quelqu'un qui n'est pas lié à la police ou au bureau du procureur met la main sur un document qui pourrait détruire la version officielle du retour de Leah Brown. Lorsque les juristes de l'organisation Projet Réhabilitation reçoivent le scan du rapport du laboratoire de Southport, ils pensent d'abord qu'il s'agit d'un simple cas de négligence. L'absence de signature, le non-respect de la procédure, peut-être juste de la précipitation ou une erreur humaine. Mais l'un des analystes, un spécialiste en génétique judiciaire, remarque que le rapport mentionne un ancien numéro d'archives pour l'échantillon, celui qui correspondait autrefois au document de l'affaire Brown. Il vérifie ce numéro dans le registre fédéral. Et il comprend qu'il ne s'agit pas d'un nouvel échantillon, mais d'un identifiant attribué au matériel biologique prélevé sur la mère de Leah, Suzanne Brown, en 2013, lors de l'enquête initiale. Ce n'est pas une erreur de formatage, c'est un code technique, unique à chaque cas. On ne peut pas le confondre par hasard. S'il correspond, cela signifie que quelqu'un a délibérément substitué les données ou a chargé l'ancien échantillon à la place du nouveau. Les juristes approfondissent leur enquête. Les bases de données montrent que l'échantillon de la jeune fille retrouvée n'a même pas été enregistré dans le système officiel. En d'autres termes, l'analyse n'a, en fait, jamais existé. Peu à peu, le tableau se dessine. Le rapport ne comparait pas 3 échantillons, mère, père et jeune fille retrouvés, comme il aurait dû, mais 2, la mère et le père. Dans un tel schéma, la correspondance de parenté atteindrait effectivement 99,9%, car il s'agit en fait d'un test entre époux. Il s'avère que tout le document, qui était devenu la preuve du miracle, n'est pas seulement un travail bâclé, mais une falsification délibérée. Pour les juristes du projet Réhabilitation, ce n'est pas une simple erreur, c'est un motif de poursuite pour crime de fonction. Ils consignent chaque détail, l'heure d'arrivée des échantillons, la date du rapport, les signatures électroniques, le journal de connexion au système. Et le plus important, ils découvrent que le jour où l'analyse aurait été effectuée, le système du laboratoire a été déconnecté du serveur fédéral pendant plusieurs heures. La raison officielle, maintenance technique. C'est précisément pendant ce temps que le nouveau rapport a été chargé. Les juristes préparent une requête. Ils y exigent une expertise indépendante, la vérification de la conservation des échantillons originaux et l'identification de la personne qui a eu accès à la base de données le jour du test. Parallèlement, ils déposent une demande auprès du tribunal pour une révision des résultats. Le bureau du procureur de district réagit instantanément.
Lors d'une audience d'urgence, les représentants de l'accusation déclarent que les juristes tentent de déstabiliser l'opinion publique et de diffamer une famille qui a vécu une tragédie. À la télévision, des interviews de responsables qualifient cela de coup de pub cruel sur la douleur d'autrui. Pour le public, cela ressemble à une attaque contre la fin heureuse d'une histoire dont la ville était si fière. En même temps, une audience à huis clos commence. Le juge fédéral, après avoir reçu les documents, examine attentivement les preuves. Il voit la copie du rapport avec le mauvais numéro, la lettre sur l'incohérence de la signature et les données sur la déconnexion temporaire du système. C'est suffisant pour supposer qu'une substitution a pu avoir lieu. Il exige des explications de la direction du laboratoire et fixe une audience avec la participation de représentants du ministère de la Justice. La décision est rendue 3 jours plus tard. Le tribunal accède à la demande des juristes. Une nouvelle expertise est ordonnée, mais cette fois non pas à Southport, mais dans un laboratoire fédéral sous le contrôle du FBI. Les échantillons utilisés dans l'ancienne affaire sont retirés des archives. Leur transfert se fait sous escorte. Tout est documenté, filmé. Lorsque les copies des documents avec la décision du tribunal parviennent aux juristes du projet réhabilitation, ils comprennent que tout a changé. Ce qui avait commencé par une simple signature manquante a conduit à une enquête fédérale officielle. Pour le bureau du procureur, c'est un coup dur. Pour la police, une honte. Pour la famille Brown, une nouvelle épreuve. Car si l'analyse ADN s'est avérée fausse, cela signifie que la jeune fille qui vit maintenant avec eux sous le nom de Lia pourrait ne pas être du tout celle qu'on a crue. Dans les nouvelles, de brèves notes apparaissent sur la revérification des données de l'ancienne affaire. Pour l'instant, on dit au public qu'il s'agit d'un audit interne, mais au sein du système, la panique a déjà commencé. Un responsable du laboratoire part en vacances. Plusieurs employés sont mutés dans d'autres services, officiellement sans lien avec l'affaire. Pendant ce temps, les experts fédéraux commencent leur vérification. Ils ouvrent les enveloppes contenant les échantillons originaux, comparent les codes, notent chaque détail. Le rapport doit être prêt dans 10 jours. Et c'est ce rapport qui deviendra le document qui non seulement remettra en question l'ancienne enquête, mais qui révélera aussi la chaîne d'action qui, en 2013, a condamné un innocent. Désormais, l'enquête passe à un niveau supérieur. L'histoire, que l'on croyait terminée, est rouverte. Et ce que l'on considérait depuis longtemps comme un miracle commence à ressembler à un mensonge soigneusement organisé. La saisie des documents se déroule discrètement, sans presse ni déclaration. Des agents du bureau fédéral arrivent à Southport tôt le matin. L'entrée du laboratoire est bloquée, le personnel est temporairement interdit d'accès aux archives. Tout est filmé. Sous les yeux de témoins, on ouvre le coffre-fort où était conservée l'enveloppe portant l'inscription « Affaire Brown, 2018 ». À l'intérieur, un conteneur hermétique avec du matériel biologique, portant la signature du même Harold Matthews. Le conteneur est placé dans une boîte isotherme, des scellés sont apposés et il est transporté, accompagné de 2 agents, vers un laboratoire indépendant dans un autre État, celui qui collabore avec le FBI et se spécialise dans les révisions judiciaires. Ce n'est plus une vérification interne, ni un audit ministériel, mais une expertise fédérale à part entière. Ici, tout est fait avec une précision mathématique et sans possibilité d'ingérence extérieure. Pendant plusieurs jours, les employés du laboratoire enregistrent le matériel, effectuent une vérification visuelle, comparent les signatures, les codes d'archives. Au cours du processus, ils notent un détail curieux. L'emballage a été ouvert puis refermé, mais il n'y a aucune trace officielle de cela. C'est la première confirmation que quelqu'un a déjà touché au matériel. L'analyse commence. L'étude prend près d'1 semaine. Chaque procédure est dupliquée par un expert indépendant, chaque résultat est contré 2 fois dans le système. Des échantillons de contrôle de l'ADN de Mark et Susan Brown, les parents, sont prélevés. Tout se déroule selon le protocole, sans possibilité d'erreur. Et voilà, le 9e jour, le laboratoire envoie son rapport. Le résultat est choquant.
Aucune correspondance de profil génétique. Probabilité de parenté biologique entre les sujets étudiés, 0%. Aucun des marqueurs déterminant le lien familial ne correspond. Cela signifie que la jeune fille que tout le monde appelait Leah Brown n'a aucun lien de parenté avec la famille Brown. Le rapport est envoyé directement au tribunal fédéral, avec des copies au ministère de la Justice et au bureau du procureur. Ce n'est plus une simple erreur, c'est une falsification de preuves dans une affaire criminelle. Le jour même, le juge signe une ordonnance pour le début d'une enquête fédérale. Tout est placé sous contrôle. Le laboratoire de Southport, les archives de la police, la correspondance entre le bureau du procureur local et le ministère, les documents financiers, les procès-verbaux des réunions de service. Le FBI ouvre une enquête pour falsification de preuves et entrave à la justice. Le nom du docteur Matthews se retrouve au centre de l'enquête. Il est convoqué pour un interrogatoire, mais refuse de commenter, se référant à son avocat. Ensuite, 2 employés du laboratoire qui s'occupaient des tests en 2018 sont soupçonnés. L'un d'eux démissionne subitement, l'autre disparaît. On le retrouvera plus tard dans un État voisin où il aura trouvé un emploi temporaire sous un autre nom. Les enquêteurs découvrent que lors de la réalisation du test, ce sont ces 2 personnes qui avaient accès aux échantillons d'archives et aux serveurs de la base de données interne. Le journal du système les désigne. Enregistrement des heures de connexion et de déconnexion. Tout coïncide avec la période où le système était en maintenance. Le FBI reconstitue le schéma. Un responsable du laboratoire a consciemment remplacé l'échantillon pour que le résultat de l'analyse confirme l'issue souhaitée. Pourquoi? On ne le sait pas encore. Peut-être pour cacher une vieille erreur. Peut-être pour protéger une réputation. Ou peut-être pour éviter une révision du verdict d'Arthur Finch, car il aurait alors fallu admettre qu'il avait été condamné sur la base de fausses preuves. Pendant ce temps, des informations sur les résultats de l'expertise fuitent dans la presse. D'abord, une brève note dans un journal régional, puis aux informations du soir. À l'antenne, on montre des images de la jeune fille qui se faisait appeler Leah, marchant dans la rue accompagnée de travailleurs sociaux. À l'écran, un titre en gros plan. Une expertise fédérale remet en question l'identité de la jeune fille retrouvée. Pour la ville, c'est un choc. Pour la famille Brown, une catastrophe. Et pour le bureau du procureur, la menace d'un effondrement d'une affaire vieille de 10 ans. Il ne s'agit plus seulement d'une fausse identification, mais d'une corruption systémique touchant les organes d'enquête et d'expertise. À partir de ce moment, l'histoire cesse d'être la tragédie d'une seule famille. Elle se transforme en une histoire sur la façon dont un mensonge, lancé autrefois pour la tranquillité, a grandi pour devenir un crime d'État. L'enquête fédérale ne fait que commencer, mais il est déjà clair que le centre de l'attention n'est plus Leah, mais ceux qui ont orchestré son retour. Après la publication des résultats de l'expertise indépendante, l'enquête prend un nouveau tournant. Les agents fédéraux retournent à Southport, mais cette fois, ils ne s'intéressent pas à l'histoire de la disparition de Leah, mais à qui a organisé la falsification qui a permis de déclarer la jeune fille retrouvée, sauvée. Ils commencent par le laboratoire, par ceux qui avaient un accès direct aux échantillons et aux rapports. Le premier à être interrogé est le laborantin subalterne, celui dont la signature manquait sur le rapport. À première vue, une figure mineure, l'un de ceux qui ne font qu'exécuter les instructions. Mais c'est lui qui s'avère être le maillon faible. Au début, il se tait, dit qu'il ne sait rien et que c'est son supérieur qui a signé le document. Cependant, lorsque les enquêteurs lui montrent les journaux de connexions internes et le relevé de ses appels téléphoniques, sa défense s'effondre. Il avoue que le jour de la préparation du rapport, le docteur Matthews, le directeur du laboratoire, est venu le voir et lui a ordonné de remplacer l'échantillon en invoquant un « ordre supérieur ». Selon lui, Matthews parlait calmement, avec assurance, tout en faisant comprendre qu'un refus était impossible. Le soir même, le laborantin a chargé un autre fichier dans le système contenant les données d'archives de l'ancien test de la famille Brown. Cet interrogatoire devient un tournant. Le FBI a maintenant un nom concret. Dès le lendemain, Matthews lui-même est convoqué.
Il vient avec son avocat, reste réservé, confiant, comme si tout ce qui se passait n'était qu'un malentendu. Pendant les premières heures, il nie tout. Il dit qu'il n'a donné aucune instruction, que toutes les décisions ont été prises conformément à la procédure. Les enquêteurs suivent une procédure standard. Il présente les témoignages de son subordonné, puis une copie d'un échange où Matthews envoie un court message. Mettre à jour le rapport d'urgence, faire comme convenu. Après cela, son ton change. Il ne nie plus, mais dit qu'il n'a pas agi de sa propre initiative, qu'il a subi des pressions. Lorsque les agents demandent qui exactement a fait pression, Matthews marque une pause et donne un nom. Le détective Daniel Reed, qui dirigeait l'enquête sur la disparition de Leah Brown en 2013. Selon Matthews, c'est Reed qui est personnellement venu au laboratoire le jour où le nouvel échantillon est arrivé et a insisté pour que le résultat soit sans incertitude. Il n'a pas exigé de falsification directe, mais a clairement fait comprendre qu'il ne devait y avoir aucun doute. Reed est convoqué pour un interrogatoire. À ce moment-là, il est déjà chef adjoint de la section criminelle du comté. Ces dernières années, il a connu une carrière fulgurante. Promotion, récompenses, interviews médiatiques. Il était le visage d'une enquête réussie. Lorsque Leah a été retrouvée en 2018, c'est lui qui a donné la conférence de presse et prononcé la phrase que tous les journaux locaux ont ensuite citée. Parfois, la justice revient à ceux qui n'arrêtent jamais de croire. Lorsque l'interrogatoire, Reed garde son sang-froid. Il déclare n'avoir jamais interféré dans le travail du laboratoire et que toute action de ses subordonnés est une erreur locale. Mais les enquêteurs ont déjà un document indiquant que c'est lui qui supervisait la révision des affaires liées à la disparition de Leah Brown et qui a personnellement signé l'ordre de collaboration avec le laboratoire de Southport. Lorsque le FBI commence à analyser son dossier de service, une image claire se dessine. Après la clôture réussie de l'affaire en 2018, Reed a obtenu une promotion, une prime et une mutation à la direction du comté. Sa carrière dépendait d'une seule histoire, celle où un innocent a été reconnu coupable et où, des années plus tard, la disparue a été retrouvée. Si l'on avait découvert à ce moment-là que la jeune fille n'était pas la vraie et que les résultats de l'expertise étaient faux, tout ce qu'il avait construit se serait effondré en un jour. Pour Reed, reconnaître l'erreur équivalait à avouer sa propre culpabilité. Son dossier de service portait la mention « a résolu une affaire médiatisée ». L'effacer et toute sa progression de carrière devenait une fiction. Il comprenait trop bien que toute révision mettrait une croix non seulement sur lui, mais aussi sur ceux qui l'avaient promu. L'enquête conclut « Il y a un mobile. La falsification lui a permis de préserver sa carrière, sa réputation et son statut. » Mais il reste à déterminer s'il a été l'initiateur de tout le stratagème ou s'il a agi sur ordre, car des signes d'une intervention à un niveau supérieur apparaissent dans l'affaire. Des documents avec des visas de fonctionnaires du département de la justice, où sont inscrites des phrases comme « approuvé par l'administration ». L'enquête s'élargit désormais. D'un seul nom naît tout un réseau. Le directeur du laboratoire, l'enquêteur, les fonctionnaires, tous liés par un seul objectif, empêcher que le passé ne redevienne le présent. Et pendant que le FBI exhume les vieilles archives, il devient clair qu'un autre chapitre de cette histoire est à venir. Un chapitre qui ne concerne plus Leah Brown, mais le système lui-même, qui a décidé qu'il était plus simple de falsifier la vérité que d'admettre une erreur. Après les interrogatoires et la fuite des premiers documents, le détective Daniel Reed devient la figure centrale de l'enquête. Son arrestation a lieu tôt le matin. Les caméras ne sont pas autorisées. Tout se fait discrètement pour éviter la publicité. Le rapport est bref. Arrêté pour suspicion de falsification de preuves et d'abus de pouvoir. Pour un homme qui, pendant des années, s'est tenu à la tribune, a donné des interviews et a symbolisé la lutte pour la justice, cela sonne comme une chute. Lors des interrogatoires, Reed se comporte de manière réservée. Il ne conteste pas, ne se justifie pas, dit simplement qu'il agissait dans l'intérêt de l'affaire.
Lorsque les enquêteurs tentent de savoir qui a donné les ordres de substitution des documents, il se tait. Sa phrase se répète presque mot pour mot. « Je n'ai pas enfreint le système, je le protégeais ». Cette réponse est troublante. Il ne dit pas « je suis innocent », il dit « j'étais loyal ». Le FBI décide de chercher d'autres moyens de pression. Les agents examinent ses rapports financiers, ses mouvements bancaires, l'historique de ses gros achats. Et là, après quelques heures d'analyse, une première piste réelle apparaît. Les rapports font état du remboursement d'un important prêt hypothécaire, un montant équivalent à près de 3 de ses salaires annuels. La date du virement coïncide avec la période qui a suivi le procès d'Arthur Finch. La source de cet argent est indiquée comme un prêt privé, sans nom. Le traçage bancaire montre que les fonds provenaient d'un compte écran d'une société liée à un fonds juridique qui finançait la campagne électorale du procureur de district. Formellement, c'est légal. En pratique, c'est un montage qui permet de faire passer n'importe quoi. Les enquêteurs vont plus loin. Ils vérifient les courriels, les rapports de service, les contacts. Il s'avère qu'à cette époque, Reed communiquait fréquemment avec les assistants du procureur de district. Ce sont eux qui coordonnaient l'interaction entre la police, le laboratoire et la presse. Reed n'était pas un simple détective. Il était le visage de la campagne. Son nom figurait dans les communiqués de presse officiels et même sur les panneaux électoraux. L'affaire Brown résolue grâce à la persévérance du détective Reed. Il devient maintenant clair qu'il ne s'agit pas d'une erreur personnelle, mais d'un maillon dans un système. Lorsque Leah a disparu en 2013, l'enquête piétinait, sans résultat, et c'est alors que le bureau du procureur a vu une opportunité dans cette affaire. Southport était une ville fatiguée, où la confiance envers les autorités diminuait, et les élections locales approchaient. Pour le procureur de district William Clayton, une résolution médiatisée était une chance de reprendre le comté. Il ne fallait qu'un suspect, un mobile et une preuve. Arthur Finch était parfait, un solitaire, sans famille, avec une biographie étrange. Une figure idéale pour la télévision. Et lorsque l'affaire est allée au tribunal, c'est Clayton qui a été le premier à formuler la thèse de sa culpabilité. Le procès a été retransmis par les chaînes de télévision locales. Le public a suivi chaque audience. Après le verdict, la cote de popularité de Clayton a presque doublé. Quelques mois plus tard, il a remporté les élections avec le slogan « J'ai ramené l'ordre à Southport ». Lorsque, en 2018, une jeune fille se présentant comme Leah est apparue, la situation est devenue encore plus avantageuse. Son retour se transformait en preuve de l'efficacité du système. Le criminel était puni, la victime sauvée, la famille réunie. Pour Clayton, c'était un cadeau du ciel. Sa plateforme de carrière se renforçait. Maintenant, il n'avait pas seulement gagné dans le passé, il avait restauré la justice. C'est à ce moment-là que Reed s'est de nouveau retrouvé sur le devant de la scène. Il est proposé pour une promotion au niveau du comté. Il reçoit une médaille pour service rendu. Son nom est mentionné dans les rapports fédéraux. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que l'histoire de l'ADN éclate. L'enquête a maintenant une vue d'ensemble. Après que les résultats de l'expertise auraient pu remettre en question l'ancienne affaire, Reed n'a pas seulement couvert la falsification, il en est devenu l'organisateur. Et Matthews, le directeur du laboratoire, n'était qu'un exécutant. En échange, Reed a reçu un soutien d'en haut, des dettes partiellement effacées, une promotion et la garantie que sa carrière resterait intacte. Le FBI formule une conclusion. Reed a agi dans l'intérêt du bureau du procureur. La falsification ne le protégeait pas personnellement, mais le système politique construit sur cette affaire. Il faisait partie d'un schéma où chaque pion connaissait son rôle. Un a falsifié l'analyse, un autre a fermé les yeux, un troisième a proclamé la victoire. Pendant que le détective est en détention provisoire, les agents passent au niveau supérieur, le procureur de district Clayton. Son nom apparaît déjà dans les rapports financiers. Et maintenant, l'enquête se transforme d'une histoire de crime en une histoire de pouvoir, où la vérité coûtait plus cher que n'importe quel mensonge. Le jour convenu, le procureur de district William Clayton est conduit au bureau du FBI à Washington. Il n'arrive pas menotté,
mais sous escorte. Dehors, des dizaines de journalistes qui attendent depuis le matin. Clayton marche droit, le dos raide, le regard froid. Ni désarroi, ni peur, seulement l'assurance d'un homme qui a été trop longtemps au pouvoir pour croire que ce pouvoir puisse prendre fin. Dans le bureau, 2 enquêteurs. L'un prend des notes, l'autre pose les questions. Clayton s'assoit, pose les mains sur la table et fait une brève remarque. « Vous avez mis du temps à en arriver là. J'espère que vous avez autre chose que des rumeurs. » Il sait que chaque mot est enregistré et construit immédiatement sa ligne de défense. Tout, dit-il, n'est qu'une attaque politique, une tentative de noircir la réputation d'un homme qui a obtenu de vrais résultats. Les enquêteurs écoutent calmement. Ils ne l'interrompent pas, ils le laissent parler. Il énumère ses mérites, ses victoires, ses affaires retentissantes. Tout cela sonne comme un communiqué de presse, mais à chaque phrase, une tension apparaît dans sa voix. Il parle de justice, mais évite de prononcer des noms. Ni Finch, ni Reed, ni Matthews. La première demi-heure de l'interrogatoire ne mène à rien. Clayton nie tout. Toute accusation de pression sur l'enquête est absurde selon lui. Il insiste sur le fait que le bureau du procureur n'interfère pas dans les expertises et ne donne pas d'ordre direct à la police. Les enquêteurs consignent ces déclarations et passent à l'étape suivante. Ils sortent des documents, pas des photos, pas des enregistrements, mais des originaux. Le premier, la transcription des dépositions du directeur du laboratoire. Le second, les aveux du détective Reed. Les 2 documents sont certifiés. Chacun porte des signatures. L'enquêteur lit un extrait où Reed dit clairement « La décision de la nouvelle expertise n'a pas été prise par moi. L'ordre est venu du bureau du procureur de district. » Clayton écoute et sourit. Il dit qu'il ne commentera pas des phrases sorties de leur contexte, que n'importe quel subordonné sous la pression de l'enquête est prêt à dire n'importe quoi. Son visage est calme, mais de petits gestes trahissent son malaise. Il prend un verre d'eau, boit une gorgée et, pour la première fois, évite le contact visuel. Les enquêteurs n'insistent pas. Ils lui donnent du temps. Puis, il pose sur la table un nouveau document. Une note de service rédigée par le détective Reed en 2013. Sur la feuille, un court rapport. Dans l'affaire Brown, les preuves sont insuffisantes pour une mise en accusation. Je recommande de prolonger l'enquête. En dessous, une résolution manuscrite. Poursuivre le développement. Résultat requis avant la fin du mois. Signature W. Clayton. Le silence se fait dans la pièce. Clayton prend la feuille, la regarde longuement. Il refuse de reconnaître la signature, puis exige une expertise graphologique. Mais l'un des enquêteurs répond calmement que l'expertise a déjà été faite et qu'elle confirme l'authenticité. À ce moment, l'assurance de Clayton commence à s'effriter. Il comprend que l'interrogatoire ne porte plus sur des opinions, mais sur des faits. L'enquêteur pose une question directe. Savait-il que l'enquête n'avait aucune preuve directe contre Arthur Finch? Clayton ne répond pas. Puis il dit « Nous avons agi dans le cadre de la loi. Nous devions montrer un résultat. » Ces mots sonnent comme un aveu, bien qu'ils ne le soient pas formellement. Les enquêteurs poursuivent. Il est important de montrer non seulement le fait de la pression, mais aussi le mobile. Il rappelle la campagne électorale, les affiches, le discours où il promettait de mettre un terme définitif à la criminalité. Tout cela coïncide avec le moment où l'affaire Brown est devenue le sujet principal des nouvelles. Lorsqu'on lui présente les documents financiers indiquant qu'une partie des fonds de sa fondation provenait d'entreprises qui obtenaient ensuite des contrats publics, Clayton perd son sang-froid. Il hausse le ton, dit qu'il n'a pas à expliquer sa comptabilité. Mais les enquêteurs ne discutent pas, ils ajoutent simplement « Ces mêmes entreprises ont payé les déplacements des témoins et les conférences de presse sur l'affaire Brown. Nous avons les preuves des virements. » Après cela, il se tait. Quelques secondes de silence. Puis une courte phrase. « Je veux parler à mon avocat. » L'interrogatoire se termine là. Les enquêteurs notent l'heure, 16h42. Le procès-verbal indique « L'accusé a refusé de témoigner jusqu'à consultation avec son avocat. » C'est suffisant. Le FBI a maintenant tout.
la chaîne de commandement, les traces financières, les documents confirmant la pression sur l'enquête et le laboratoire. 24 heures plus tard, le procureur de l'État suspend officiellement Clayton de ses fonctions. Le processus de préparation de l'acte d'accusation commence. L'enquête passe au niveau fédéral et plusieurs fonctionnaires ayant participé à la campagne de 2013 deviennent désormais des suspects. Ce qui avait commencé comme une tragédie privée se transforme en le plus grand scandale de corruption de la région. Et pour la première fois depuis des années, on rouvre dans les archives de Southport l'ancien dossier, celui par lequel tout a commencé. Car avec la révélation de la falsification revient la question principale. Si la jeune fille retrouvée n'était pas Léa, où est la vraie? Lorsque l'enquête fédérale s'achève, les juristes du projet Réhabilitation font ce pourquoi tout a commencé. Ils déposent un appel contre le verdict d'Arthur Finch, l'homme dont la vie a été détruite par la falsification et les erreurs du système. La pétition précise « De nouvelles circonstances dans l'affaire prouvent que la condamnation était fondée sur des preuves falsifiées et une violation des normes procédurales. » À ce stade, ils ont tout ce qui semblait autrefois impossible à obtenir. Une expertise ADN indépendante montre que la Léa retrouvée n'a aucun lien avec la famille Brown. Des aveux sous serment ont été faits par les employés du laboratoire et l'enquêteur qui ont participé à la substitution des résultats. Et enfin, la note de service du procureur de district Clayton, un document devenu le symbole de la pression d'en haut. Mais les juristes font un pas de plus. Ils reviennent à la toute première preuve matérielle qui a lancé toute l'affaire, la fibre bleue trouvée dans la voiture de Finch. C'est cette fibre qui a autrefois scellé son sort. Il y a 10 ans, elle avait été déclarée unique et correspondante à la veste de la disparue. Le tribunal l'avait perçue comme une preuve directe. Les temps ont changé. Les méthodes d'analyse sont plus précises et les experts plus indépendants. Le nouveau rapport de laboratoire prend des semaines à être préparé. Chaque échantillon est vérifié au niveau microscopique. On utilise une analyse spectrale qui permet de déterminer la composition et l'origine exacte du matériau. Lorsque les résultats arrivent enfin, ils ont l'effet d'une bombe. Le rapport indique effectivement la composition chimique de la fibre correspond à l'échantillon de tissu de la veste de Leah Brown. La correspondance est de 100%. Dans la salle d'audience, un silence s'installe un instant. On pourrait croire que tout recommence, comme si toute cette lutte était vaine et que le système avait finalement raison. Mais vient ensuite le deuxième paragraphe. Il renverse tout. Ce type de fibre est une toile acrylique de catégorie industrielle utilisée en masse dans la production de vêtements, de meubles et d'intérieurs automobiles. En 2013, ce matériau était utilisé dans plus de 700 marques et modèles de produits. En d'autres termes, cette fibre aurait pu se trouver n'importe où. Sur le siège d'un bus, dans la doublure d'une veste bon marché, dans le tissu d'une housse de siège de voiture. La coïncidence n'exclut pas le hasard, au contraire, elle le rend presque inévitable. Ce qui était autrefois présenté comme une coïncidence unique n'était en réalité qu'une banale erreur d'interprétation. Les juristes l'expliquent simplement au tribunal. L'accusation a construit toute la logique de l'affaire sur un seul détail indirect, sans force probante. Tout le reste n'était que rumeurs, suppositions, spéculations émotionnelles. Il n'y avait aucune preuve directe, aucun témoin oculaire, aucune confirmation fiable qu'Arthur Finch était lié à la disparition de Leah. La cour d'appel examine longuement les documents. Les audiences durent plusieurs jours. Des experts, d'anciens enquêteurs, des représentants des laboratoires témoignent. Chacun confirme la même chose. L'affaire a été menée avec des irrégularités. Les expertises ont été falsifiées et le procès lui-même s'est déroulé sous la pression du bureau du procureur. La décision est annoncée en fin de journée. Le tribunal reconnaît que le verdict de culpabilité a été rendu sur la base de preuves non fiables et l'annule. Arthur Finch est officiellement réhabilité. Après plus de 10 ans de prison, son nom est lavé. Lorsque l'avocat sort pour parler à la presse, c'est le tumulte. Flash des appareils photo, micro tendu. Il ne prononce qu'une seule phrase.
Nous avons prouvé que la vérité n'est pas ce qui arrange le pouvoir, mais ce qui résiste à l'épreuve du temps. Et à ce moment-là, on pourrait croire que l'histoire est terminée. Mais tous ceux qui ont suivi cette affaire comprennent qu'il reste le plus difficile. Car maintenant que le système a reconnu son erreur, il ne reste qu'une seule question, impossible à étouffer par des excuses. Si pendant tout ce temps, on a substitué l'IA, où est donc la vraie? Lorsque le tumulte autour de l'affaire Finch commence à s'apaiser, et que les gros titres disparaissent des premières pages des enquêteurs, se tournent à nouveau vers celle qui a donné un second souffle à cette histoire. La jeune fille que toute la ville considérait autrefois comme le retour de Leah Brown. Maintenant que l'expertise ADN a levé tous les doutes, ils n'ont plus en face d'eux la victime d'une affaire retentissante, mais une personne sans passé et sans nom. Au poste de police, elle n'est plus accueillie comme une héroïne des nouvelles, mais comme une inconnue qui a trompé le système. Elle est assise en face du détective, enveloppée dans un pull gris qu'on lui a donné lors de son interpellation. Les mains croisées sur les genoux, les yeux fixés au sol. À première vue, elle est calme, mais c'est cette indifférence feinte qui cache la fatigue. Ni insolente, ni provocatrice, plutôt une personne acculée. Lorsque le détective commence l'interrogatoire, elle reste longtemps silencieuse. On entend le cliquetis discret de l'enregistrement sur le dictaphone et ce son semble la forcer à se ressaisir. Sa voix est à peine audible, mais chaque mot est pesé. Elle dit qu'elle s'appelle Samantha. Son nom de famille est Ross. Elle est originaire de l'Ohio. Elle a quitté la maison il y a plus d'1 an parce que ça ne servait à rien de rester là-bas. Elle a vécu là où elle pouvait, chez des connaissances, dans des gares, parfois chez des inconnus qui l'hébergeaient en échange de petits services. Un jour, en passant devant un supermarché, elle a vu une affiche sur un panneau, un vieux poster sur la recherche de la disparue Leah Brown. La photo était usée, mais les yeux étaient les mêmes, clairs, un peu méfiants, semblables aux siens. Et à ce moment-là, comme elle l'avouera plus tard, quelque chose a basculé en elle. Elle a eu l'impression que c'était une chance, qu'en prenant ce nom, elle pourrait enfin devenir quelqu'un que l'on attend. À partir de là, tout s'est enchaîné trop vite. Lorsqu'elle a été arrêtée dans l'État voisin, ne sachant que faire, elle a dit la première chose qui lui est venue à l'esprit. « Je m'appelle Leah. Le système a fait le reste. » Personne n'a douté, personne n'a vérifié. Tout le monde voulait tellement croire au miracle qu'ils ont remplacé la réalité par l'espoir. Lors de l'interrogatoire, on lui pose des questions directes. Savait-elle que son ADN avait été substitué? Savait-elle que son histoire était utilisée à des fins politiques? Elle regarde droit devant elle, sans détourner le regard, et répond doucement « non ». Elle pensait que c'était simple, qu'on l'avait prise pour une autre par erreur. Elle croyait que tout s'expliquerait progressivement, que les spécialistes s'en rendraient compte et qu'elle commencerait une nouvelle vie dans une famille où il y aurait une maison, de la chaleur et un peu d'attention. Elle ne savait pas qu'un spectacle se montait autour d'elle, où chaque étape était calculée à l'avance. Les enquêteurs comprennent. Dans cette histoire, elle n'est pas la coupable. Elle est un maillon à travers lequel trop d'intérêts étrangers sont passés. Le laboratoire, la police, le bureau du procureur, tous l'ont utilisée comme une preuve commode pour clore l'ancienne affaire et conserver leur poste. Elle est devenue un instrument, pas une initiatrice. Lorsque l'affaire est réexaminée, le bureau du procureur refuse de porter des accusations contre elle. Ces actes n'ont causé de préjudice matériel à personne, et son mobile n'était pas l'appât du gain, mais une tentative désespérée de trouver sa place dans le monde. Le juge signe une ordonnance. La jeune fille recevra une aide psychologique et une tutelle temporaire jusqu'à ce que les circonstances de sa famille soient éclaircies. Quelques jours plus tard, les services sociaux confirment l'identité de Samantha Ross. Un avis de recherche avait bien été déposé pour elle. Sa mère vient au commissariat, une femme fatiguée, qui ne pleure pas, se tient simplement près de la porte, n'arrivant pas à croire qu'elle voit sa fille vivante. Leurs retrouvailles sont brèves, maladroites, mais il y a plus de sincérité que dans toutes les conférences de presse que les fonctionnaires avaient données autrefois. Samantha est confiée à la tutelle,
Des psychologues et des spécialistes travaillent avec elle. La presse ne parle plus d'elle, l'histoire perd son côté sensationnel et, pour la plupart des spectateurs, elle devient une note de bas de page, un épilogue. Mais pour ceux qui ont suivi l'affaire, il est clair qu'il n'y a pas d'intention malveillante dans ses aveux, pas de tromperie pour le profit. Il n'y a que la solitude, devenue le catalyseur d'un immense mensonge. Son destin devient la dernière note de cette longue enquête, clôturant la chaîne des événements. Et pourtant, derrière cette fin silencieuse, un écho demeure. Car avec la clôture d'une affaire, une autre se rouvre. La véritable et non résolue disparition de Leah Brown, par laquelle toute cette histoire a commencé. Après tous les aveux et les documents rassemblés, les enquêteurs commencent à reconstituer la chronologie des événements, pas à pas, comme s'ils assemblaient une mosaïque éparpillée. Il est désormais clair que le crime qu'ils enquêtent n'est pas un enlèvement ou une disparition, mais une falsification délibérée, commise par des personnes détenant le pouvoir. Printemps 2018. Dans le petit poste de police de Southport, un message arrive concernant une jeune fille arrêtée sans papier. La patrouille de service, suivant la procédure, entre son nom dans la base de données des personnes disparues, et soudain, une correspondance apparaît. L'apparence, l'âge, même une rare cicatrice sur sa main, tout correspond à la description de Leah Brown, disparue 5 ans plus tôt. Quelques heures plus tard, l'information est sur le bureau du procureur de district Clayton et du détective principal Moran. Pour un étranger, cela aurait semblé être une bonne nouvelle. Mais dans les bureaux du procureur, elle a provoqué la panique. Car si cette jeune fille est vraiment Leah, alors tout ce sur quoi leur carrière a été bâtie, l'arrestation de Finch, l'accusation retentissante, la victoire aux élections, se transforme en château de cartes. Le moindre doute sur la culpabilité prouvée de Finch mettrait en péril tout le système. Selon les témoignages, la conversation entre le procureur et le détective a eu lieu le soir même, à huis clos. Le message était bref. « Nous ne pouvons pas permettre que l'histoire soit renversée. Faites en sorte que ce soit elle. » Cette phrase deviendra plus tard un élément clé du dossier. Elle ne laissait aucune place à l'interprétation. Ensuite, tout s'est déroulé rapidement. Le détective Morgan rencontre le directeur du laboratoire de criminalistique, Thomas Lang, un homme à la réputation irréprochable et au caractère discret. Il n'aimait pas les conflits et comprenait qu'il était dangereux de s'opposer à un ordre du bureau du procureur. On lui dit clairement « Il faut confirmer le lien de parenté entre la jeune fille et la famille Brown. Sans discussion, sans délai. En haut, on attend le rapport, telle était la formulation. » Lang convoque le laborantin subalterne, celui dont la signature disparaîtra plus tard du document final. L'ordre est bref. Remplacer l'un des échantillons d'ADN dans l'analyse. Aucune explication, juste fais-le. Et il le fait. En résulte un rapport avec une correspondance de près de 100%. La signature de Lang est apposée sur la dernière page, le document remonte la hiérarchie. Le procureur examine personnellement le rapport avant qu'il ne soit transmis à la presse. Le papier avec le sceau officiel devient non seulement une preuve, mais un symbole de la résurrection de Leah. Ce papier est montré aux parents sans leur laisser le moindre doute. Et pour dissimuler toute divergence dans l'apparence et le comportement de la jeune fille, une explication officielle est introduite. Amnésie post-traumatique. Un mot fort, derrière lequel on peut cacher toutes les incohérences. Des habitudes oubliées, des manières étrangères, même le fait de ne pas reconnaître ses proches. La mère de Leah pleure et serre dans ses bras sa fille retrouvée. Le père reste silencieux, mais son regard est inquiet. Il avouera plus tard qu'il sentait déjà que quelque chose n'allait pas, mais le procureur, les journalistes, les policiers étaient là. Trop de personnalités officielles pour se permettre de douter. Pendant ce temps, les médias reçoivent un communiqué de presse rédigé par le service des relations publiques. Il contient des formulations précises, choisies avec une prudence chirurgicale. Le miracle du retour, une histoire qui redonne espoir.
les rédactions s'en emparent instantanément. Caméras, interviews, articles dithyrambiques, et la ville de Southport redevient le symbole de la justice qui triomphe après des années. Sous ce vacarme, le système respire. Tous les participants au complot font comme si de rien n'était. Les documents sont classés, les rapports rendus, le procureur obtient une nouvelle promotion et le détective une prime. Chacun se rassure en pensant que tout a été fait pour le bien, que personne ne souffrira de ce mensonge. Mais la vérité, comme il s'est avéré, n'était que différée. La substitution n'a pas seulement sauvé les postes de quelques-uns, elle a définitivement effacé la frontière entre l'enquête et le spectacle. Et maintenant que les enquêteurs reconstruisent ce scénario, il devient évident que le mensonge a été construit avec une telle maîtrise que même ceux qui l'ont créé y ont cru. Cette reconstitution a révélé le dernier aspect de l'histoire. L'affaire Leah Brown a cessé d'être une simple erreur judiciaire. Elle est devenue un miroir dans lequel se reflète tout le système, des exécutants honnêtes à ceux qui dirigent habilement les mains des autres. Et cette découverte devient le pont vers l'étape suivante, l'enquête sur ce qui est réellement arrivé à la vraie Leah. Lorsque l'enquête termine sa part du travail, arrive le moment vers lequel tout convergeait ces derniers mois, le procès. L'immense salle du tribunal de district fédéral est remplie de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, d'anciens collègues des accusés et de simples citoyens venus voir comment le système allait se juger lui-même. Sur le banc des accusés, ils sont trois. L'ancien procureur de district George Clayton, le détective Morgan et le directeur du laboratoire Thomas Lang. Chacun d'eux était autrefois considéré comme un modèle de service à la loi. Aujourd'hui, tous les trois sont accusés de falsification de preuves, d'entrave à la justice et d'abus de pouvoir. Le procès dure plusieurs semaines. Des procureurs d'un autre district, invités spécialement pour garantir la neutralité, présentent pas à pas la chaîne de documents, de courriels et de témoignages. Les avocats se défendent jusqu'au bout, tentant de tout présenter comme des erreurs administratives, un malentendu. Mais contre eux joue un élément principal, le mobile, impossible à dissimuler derrière la bureaucratie, l'ambition et la peur d'être démasqué. Le point culminant du procès est le moment où l'on lit au juré la note de service du détective Morgan, celle où il exprime des doutes sur la culpabilité de Finch et sur laquelle figure la résolution de Clayton, résultat requis avant la fin du mois. La salle se tait. Le juge marque une pause, examine le document et dit doucement « c'est suffisant ». Après cela, le procès ne consiste plus à chercher la vérité, mais à calculer les peines. Le verdict est unanime. Tous les trois sont déclarés coupables de tous les chefs d'accusation. Le directeur du laboratoire écope de 7 ans de prison, le détective de 9. Mais le coup le plus dur est porté à Clayton. Il est condamné à 15 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Pour un homme qui a bâti sa carrière sur la lutte contre le crime, ce verdict sonne comme une punition symbolique. Le système juge maintenant son propre architecte. Pendant que la décision est annoncée dans la salle, les journalistes captent chaque émotion. Lang baisse la tête, ses mains tremblent, il a l'air perdu. Le détective reste immobile, comme s'il avait déjà vécu tout cela intérieurement bien avant l'annonce. Et Clayton, cet homme qui savait autrefois contrôler une salle d'un seul regard, sourit. Un sourire bref, étrange, comme s'il ne croyait pas que tout était vraiment terminé. Le jour même, le tribunal signe l'ordonnance de libération d'Arthur Finch. Après 6 ans passés derrière les barreaux, il sort des portes de la prison sous les flashs des appareils photos et le bruissement du vent d'automne. Il ne dit pas un mot, s'arrête seulement devant les journalistes, regarde droit dans l'objectif et dit doucement « Maintenant, je veux juste le silence ». Ce sera sa seule phrase qui sera reprise dans tous les reportages. Une semaine plus tard, l'État lui présente officiellement des excuses pour l'erreur judiciaire. Finch reçoit une compensation de plusieurs millions de dollars. Mais personne ne doute qu'aucun argent ne lui rendra les années qui lui ont été volées. Il quitte la ville, évite les interviews, n'apparaît pas à la télévision.
Dans les documents, il est qualifié de « réhabilité », mais les gens qui le connaissent personnellement disent qu'il est resté un homme vivant comme à un demi-pas du présent. Parallèlement, le tribunal rend sa dernière décision dans l'affaire des conspirateurs. Dans les motifs du jugement, le juge écrit « Ce cas est un exemple de collusion systémique qui a sapé la confiance en la loi. Chacun des participants savait ce qu'il faisait et a agi consciemment pour son propre bénéfice. » Cette phrase fait la une de tous les journaux. Lorsque les caméras quittent la salle et que les correspondants se dépêchent de transmettre leur reportage, il reste dans l'air un sentiment que la justice a finalement été rendue, mais tardivement, avec un goût d'amertume. Le tribunal a mis un point final à l'histoire de la conspiration, mais pas à l'affaire elle-même. Car un détail reste en suspens. La vraie Leah Brown n'a toujours pas été retrouvée. Et c'est à partir de ce moment que l'enquête décide de revenir au point de départ, là où tout a commencé. Une fois les procès terminés et les caméras parties, on a de nouveau sorti des archives les vieux dossiers portant la mention « Affaire Leah Brown ». Après toutes les révélations, ce n'était plus une simple enquête sur une disparition. C'était devenu un symbole. Désormais, chaque indice, chaque enregistrement, chaque ligne d'interrogatoire était examinée sous un nouvel angle. Le FBI a officiellement rouvert l'affaire. Dans les rapports, la formulation était sèche. Enquête rouverte en raison de nouvelles circonstances. Mais en substance, cela signifiait une chose. Il fallait tout recommencer à zéro. Les anciennes expertises sont réexaminées, les témoins sont recherchés à nouveau. On procède à de nouveaux interrogatoires de ceux qui vivaient alors à proximité de la famille Brown. Mais plusieurs mois passent et il devient évident que la piste a disparu. En 5 ans, presque tous les indices se sont envolés. Ceux qui avaient vu quelque chose ont déménagé depuis longtemps ou ont oublié les détails. Les lieux où les recherches avaient eu lieu sont maintenant construits de nouvelles maisons et les données électroniques de cette époque sont irrémédiablement perdues. Une formulation apparaît dans les rapports. Aucune nouvelle preuve susceptible de faire avancer l'enquête n'a été découverte. Cela ne signifie pas que l'affaire est close. Au contraire, elle reste ouverte, mais en suspens. Seuls ceux qui ne peuvent pas abandonner la font avancer. En premier lieu, la mère de Leah. Elle vit toujours dans la même maison où tout a commencé, et chaque matin, elle pose une tasse de thé sur le rebord de la fenêtre, au cas où elle reviendrait. Pendant que la famille vit dans l'attente, le système aussi change. L'histoire de la falsification a provoqué un tollé général. Suite à cette affaire, plusieurs États américains ont révisé les procédures de conservation et de transmission des preuves. Désormais, aucun échantillon d'ADN ne peut être analysé sans la participation de 2 spécialistes indépendants. Un nouveau protocole de vérification a été mis en place pour exclure toute substitution. Dans les universités, les facultés de droit ont ajouté un cours où l'affaire Arthur Finch est étudiée comme un exemple de catastrophe judiciaire née non pas d'une erreur fortuite, mais d'une distorsion délibérée de la vérité. Les journalistes ont encore longtemps écrit sur les conséquences de cette histoire. Des documentaires, des livres et même des conférences ont vu le jour sur la façon dont une seule décision, l'ordre « faites en sorte que ce soit elle », est devenue le déclencheur de toute une chaîne de crimes judiciaires. Pour certains, c'est devenu un avertissement. Pour d'autres, la preuve que la vérité, aussi tardive soit-elle, finit toujours par se frayer un chemin. Quant à Arthur Finch, sa trace se perd presque immédiatement après le procès. Il n'est pas retourné à Southport, n'a accordé aucune interview. On l'a vu à différents endroits, au Colorado, puis dans le Maine, où, selon les rumeurs, il vit dans une vieille maison au bord d'un lac. Tranquillement, sans visiteurs, sans nouvelles. Les gens qui ont réussi à lui parler disent qu'il ne garde aucune rancune. Il ne veut simplement plus faire partie de cette histoire. Il vit comme s'il effaçait son passé, pas à pas. Et la famille Brown est restée dans l'attente. La mère, comme avant, se rend aux réunions avec la police, apporte des photos, relit de vieilles lettres. Le père est renfermé, ne parle presque pas, mais l'expression de son visage montre que l'espoir n'est pas encore éteint.
Pour eux, cette affaire ne concerne ni les complots ni la corruption. Elle concerne la disparition d'une personne sans qui leur maison a cessé d'être un foyer. En 2025, dans le rapport du FBI sur les affaires non résolues, le nom de Leah Brown figure toujours sur la liste des enquêtes actives. Il n'y a ni nouveaux témoins, ni traces, ni correspondance dans les bases de données. Seulement une vieille photo où elle sourit à l'objectif, avec la légende « Recherche en cours ». Ainsi se termine cette histoire, sans point final. Le système judiciaire s'est purifié, les coupables ont été punis, Arthur a retrouvé sa liberté, mais la vérité pour laquelle tout a commencé est restée quelque part dans l'ombre. Peut-être est-elle connue depuis longtemps, mais repose dans un dossier, enfermé dans une archive. Ou peut-être n'existe-t-elle tout simplement pas. L'affaire Leah Brown aujourd'hui n'est pas seulement un mystère non résolu. C'est un rappel que même lorsque le système reconnaît son erreur, la douleur humaine ne s'arrête pas au moment où le juge frappe avec son marteau. Des histoires comme celle-ci n'ont pas de véritable fin. Elles s'estompent simplement dans le silence, laissant derrière elles un écho.